Écoutez, moi, je continue de suite. Je vais rester avec vous un petit moment. Dans la même veine, dans la même thématique, on va continuer à parler de diffusion, on va continuer à parler stratégie de contenu. Et donc, on a Marie de chez Métro, avec qui je travaille depuis un petit moment déjà, chez You Love Words, qui va venir nous parler optimisation et rationalisation des contenus. Donc on l'attend. Dans la foulée, peut-être déjà commencer à la présenter, même si je pense qu'elle le fera mieux que moi. Elle est donc responsable marque et digitale depuis quelques années déjà chez Métro. Et je vais la laisser poursuivre parce que je pense qu'elle est la mieux placée. Bonjour à tous. Oui, je suis... Bonjour Emma. Bonjour Marie. Je suis responsable du service communication digitale, effectivement, chez Métro depuis 9 ans. Je commence par présenter Métro, c'est ça? Oui, je te laisse faire. Tu nous présentes Métro, tu nous parles peut-être de votre stratégie de contenu, de ce que vous faites pour l'instant et de comment ça s'est passé jusque-là en termes de stratégie de contenu de votre côté. Très bien. Alors, Métro, je vais essayer de faire rapide parce que la majorité d'entre vous ont au moins entendu parler du nom Métro. Même si ce n'est pas accessible à tout le monde, on est le premier fournisseur de la restauration. On a 98, 99 maintenant halles réparties en France. On a un site internet où on peut commander, on propose des produits alimentaires, non alimentaires, et puis des services aussi qui permettent de faciliter le quotidien de nos clients. La particularité, donc, c'est qu'on s'adresse aux professionnels. Et la particularité et le gros avantage qu'on a, c'est qu'on connaît tous nos clients, puisque pour être client, il faut posséder une carte Métro. Donc, tout le monde est encarté, exactement. Donc, ça veut dire qu'on connaît tous nos clients, qu'on peut, pour 50% d'eux qui ont accepté, leur envoyer des emails. Donc, ça, c'est un gros avantage pour nous pour communiquer. Ensuite, on le verra dans le plan d'activation. D'accord. Alors, c'est super. Alors, j'ai des slides que je n'ai pas déroulés, voilà. Pour terminer la présentation de Métro, je vous partage notre vision. C'est de permettre à tous d'accéder à une restauration authentique, savoureuse, créative et durable. Ça se retranscrit dans notre offre, mais également, on va le voir dans notre communication et notamment digitale. D'accord. Bon, parfait, très très clair. Mais du coup, vous avez plusieurs canaux de diffusion. Vous avez peut-être vous répartissez sur plusieurs points. Quels sont-ils? Quelle est votre stratégie? Comment est-ce que vous voyez vous déployer et proposer du contenu à votre cible qui est du coup particulièrement présente et que vous avez le moyen d'atteindre finalement? Alors, je vais commencer juste par présenter l'ensemble des cibles qu'on adresse en termes de digital, parce que je viens de vous dire, effectivement, il y a nos clients, logique, mais tous les canaux digitaux sont ouverts à tout le monde, donc on ne va pas être sectaire, on s'adresse aux clients, aux prospects, aux médias, aux partenaires, on s'adresse même à ceux qu'on veut recruter finalement, qui vont chercher sur notre site internet des informations, et puis on s'adresse au grand public, et ça nous est très cher, donc on fait du B2C, du B2B2C en termes de communication. Ça nous est cher parce que, comme tu le sais peut-être, Métro donc n'est pas accessible à tout le monde et il y a un certain mystère qui pèse autour de Métro, en tout cas qui pesait, parce que tout ce qui est caché est un peu mystérieux. Et donc, il y a des médias qui se sont engouffrés un peu dans la brèche il y a une dizaine d'années et qui ont tourné des caméras cachées à charge, donc en montrant un certain type de produits et pas les autres qui sont forcément les beaux produits, l'extra frais qu'on partage par exemple une offre similaire avec Rungis. Donc, voilà, donc c'est très important pour nous d'adresser également le B2C dans notre communication. Alors, notre terrain de jeu sur le digital, on a un site internet qui s'appelle métro.fr. Dans le service digital, ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe de tout ce qui n'est pas fiche produit, en gros. Tout ce qui raconte une histoire, c'est nous qui le postons. On a une application que nous, on ne gère pas, mais c'est un canal digital, donc c'est pour ça qu'on l'a rajouté sur cette présentation. On gère les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux qu'on peut avoir, sauf LinkedIn, qui est plutôt géré par la marque employeur. Donc, on a Facebook, Instagram, TikTok. Notre petit dernier qui est TikTok, mais aussi YouTube, où on a une chaîne où on publie régulièrement. Et puis, on a 2 mini-sites qui ne sont pas forcément connus par tous. C'est Métro Local, où on présente nos producteurs. Et puis, c'est Mon Restaurant Passo Durable, où là, comme son nom l'indique, on donne des conseils, on parle d'actualité du monde durable pour aider les clients à s'engager. Peut-être maintenant les objectifs, peut-être les différentes étapes de ton cycle de vie de tes cibles. Alors, on a lancé vraiment une stratégie de contenu marketing en 2019.
comment on a fait? On est parti d'une étude client qui identifiait les différentes étapes d'un parcours d'un entrepreneur. Donc, à partir du moment où il a l'idée, jusqu'au moment où il va ouvrir son entreprise, et en passant par des étapes comme le financement, comme la recherche de fournisseurs, etc. Donc ça, c'est une étude qui avait été faite avec des clients, et pour chaque étape, il y a des besoins qui ont été identifiés, et du coup, nous, on s'est dit, on va pousser du contenu à chacune de ces étapes. D'accord. Par exemple, là, je vous ai fait un petit cycle de vie. Exactement. On commence par un professionnel qui est, on l'appelle suspect. D'accord. Alors, suspect, c'est un grand mot pour dire qu'il ne connaît pas métro. Il est attiré, mais il a un projet. Il a quelque chose. Mais il a un projet, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là, comme tout le monde? Il va chercher, il va y aller. Exactement. Il va sur Google. Et puis, il tape métro. Il tape sa recherche. Non, pas forcément. Non, pas métro, parce qu'il ne connaît pas métro. Pas encore, bien sûr. Donc, il a un besoin, donc il va taper sur Google, et notre objectif, c'est de l'attirer. C'est-à-dire que là, lui pousser un contenu sur la première page de résultats. Donc, c'est là où on travaille le SEO. On le verra tout à l'heure. En tout cas, c'est des types de contenus qui peuvent se positionner sur Google ou sur les réseaux sociaux. Donc, il va faire ses recherches. Et la deuxième étape, donc une fois qu'il connaît maintenant métro, c'est qu'on l'attire dans nos bases. Et pour ça, qu'on pousse des contenus un peu plus costauds, comme par exemple des livres blancs qu'on fait avec vous. Et l'objectif, généralement, quand vous voulez télécharger un livre blanc, ce que vous faites, c'est que vous tapez votre nom, votre prénom, votre email, vous donnez ça en échange du contenu. Donc, nous, c'est ce qu'on voulait faire. Et je dis on voulait parce qu'on a bien créé les livres blancs avec vous, mais en revanche, ce qu'on ne peut pas faire techniquement pour l'instant, c'est de récupérer l'information et de la stocker dans une base prospect. Voilà, on dépend d'un groupe qui, pour l'instant, n'a pas développé la fonctionnalité. Ensuite, on continue, le client continue, il a identifié 2-3 fournisseurs et il va comparer plus précisément les offres. Et dans ce cas-là, on va devoir se positionner pour lui montrer qu'on est un fournisseur sérieux et adapté à ses besoins surtout. Et l'objectif, c'est de le faire devenir client et donc de lui pousser des fiches produits, des avis clients, des études de cas. Donc ça, c'est des nouveaux types de contenus également. Et dernière étape, une fois qu'il est client, de le faire devenir bon client, très bon client, et de continuer à le faire mûrir. Ça, on pousse des contenus qui sont un peu similaires avec la première étape. Ça peut être des articles de blog, ça peut être des vidéos d'une web-série qu'on a sur notre chaîne YouTube. Parce que c'est des rendez-vous qu'on donne. Toutes les semaines, ils savent qu'ils ont un article de blog. Tous les mois, ils savent qu'ils ont une web-série. Donc, ça permet également de fidéliser. Et puis, surtout chez nous, la fidélisation, ça passe par les emails qui sont envoyés à nos clients. Mais du coup, ça fait beaucoup de contenu, j'ai l'impression. Donc, vous produisez pas mal de choses. Est-ce que tu aurais quelques exemples à nous montrer peut-être de contenu produit? Effectivement, voilà quelques exemples. Donc, le blog dont je vous parlais, des guides d'achat également, par exemple, comment choisir sa verrerie professionnelle, des guides qu'on fait également avec vous, les livres blancs dont je vous parlais, qu'on a déclinés à un moment donné en infographie. Il y a la chaîne YouTube avec la web-série 12 heures d'an qu'on publie tous les mois. Et puis, il y a notre petit dernier qu'on a lancé, je ne sais plus, l'année dernière, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus trop, un podcast. Donc voilà, donc on produit beaucoup de choses. Je me suis même noté qu'on avait fait pendant le confinement des webinaires, des live shopping, des tables rondes, des lives. Et puis avec vous, on s'est même essayé là récemment au GIF, au même, bien sûr, pour la petite touche un peu humoristique. Un peu fun. Ça. Mais super, mais du coup, vous êtes combien dans ton équipe pour faire tout ce travail? On est à peu près 250. Je suis pas sûre de ça. Non, on est très très peu pour tout ce travail. Effectivement, on est en plus de moi, il y a 3 personnes en CDI et puis accompagnées par 2 alternants. D'accord, ok. Et du coup, vous vous entourez d'agences comme nous, en l'occurrence, pour produire tous ces contenus. Comment bien s'entourer d'agences? Comment faire en fait pour savoir à quelle agence on fait quoi et avec qui quoi créer? Voilà. Alors effectivement, on travaille avec beaucoup d'agences. Alors quand je dis beaucoup, c'est pas une cinquantaine, il y en a peut-être une dizaine. On a essayé pas mal d'agences et finalement, on s'est rendu compte que chacune avait sa force.
Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille, par exemple, avec vous sur des contenus comme des livres blancs, sur des contenus comme des choses très graphiques, également des guides d'achat. On travaille, par exemple, pour notre blog, où il y a des sujets très pointus d'actualité, plutôt avec une agence journaliste. Sur nos vidéos, c'est une agence spécialisée. Donc, voilà, on veut vraiment travailler avec des spécialistes qui sont hyper bons dans ce qu'ils font. Et c'est comme ça qu'on les choisit, d'ailleurs. D'accord, ok, très très clair, bon, mais parfait. Et donc, comment diffuser tout ça? Comment ça s'organise lorsqu'on fait un article de blog? Comment on le relaye? Donc, on fait un article de blog, on le met en ligne, on sait qu'on va avoir des vues, qu'on va avoir du monde, mais comment drainer des prospects? Comment faire en sorte que le je ne sais qui souhaite ouvrir son resto tombe sur ces contenus-là? C'est une bonne question parce que c'est bien beau de produire, mais si on n'a pas la bonne stratégie, et puis on va être honnête, si on ne met pas un peu d'argent aussi à nos chers amis Meta et puis Google, eh ben, nos contenus ne sont pas vus. Surtout quand on a des grosses communautés. Par exemple, sur Facebook, on a plus de 170 000 personnes abonnées. Et clairement, le pourcentage est très faible. Donc, si on ne met pas d'argent, on a 8 likes et 100 vues. Oui, d'accord. Il y avait autre chose qu'on a oublié entre-temps, peut-être que j'y viens rapidement. C'est juste pour vous montrer un peu d'où on vient et là où on va. Donc, c'est en 2019, comme je vous disais, on a lancé notre stratégie de content marketing. En 2020, on a fait un appel d'offres pour se faire accompagner par une agence réseaux sociaux, vraiment qui fait que ça. Donc, voilà pourquoi la brique RS, réseaux sociaux, a augmenté. 2021, on a refondu tout notre site Internet. Ça a été un gros boulot, mais ça nous a permis, de sélectionner toutes les pages qu'on voulait garder, et de réécrire tout avec la fameuse optimisation SEO qui va bien pour Google. 2022, on a continué à créer des contenus, notamment des contenus beaucoup plus longs, comme les livres blancs. Et puis, on a rajouté une petite couche de SIA pour nos pages éditoriales, parce que le SIA, en fait, est surtout utilisé chez Métro pour les produits. Évidemment, c'est notre fonds de commerce, donc on pousse des produits, mais on poussait peu de contenu éditorial. Et on s'est aperçu qu'il y avait des guides, notamment, comme par exemple les tendances, le guide des tendances 2023 qu'on a sorti en début d'année, qui répondent à des requêtes Google et qui donc peuvent performer en termes de SIA. Et cette année, on s'est essayé à l'influence. Donc, on a des influenceurs qui travaillent avec nous sur les réseaux sociaux pour faire des reels, notamment sur Instagram. Des lives aussi. Il y a eu des lives, j'ai vu sur des salons. Oui. Ils font un takeover, donc ils prennent possession de nos comptes et c'est eux qui postent directement pour inspirer. Super. Donc, on a vraiment, jusqu'à présent, travaillé beaucoup l'image. J'ai mis notoriété, mais c'est pour dire que la notoriété, on n'a pas tellement besoin de la travailler, parce que tout le monde connaît Métro, encore une fois, mais c'est surtout l'image. Cette année, on remet une couche pour la communication digitale sur le transactionnel. Donc, faire des contenus comme des guides d'achat, des guides de choix avec vous, qu'on fait avec vous. Bien sûr. Et pareil, sur l'influence, on essaie aussi que ça soit beaucoup plus incitateur à concrétiser. Exactement. Voilà, donc pour revenir à ta question, la stratégie d'activation. Donc, on a beaucoup de contenu, mais finalement, on n'a une grosse stratégie d'activation qui est facile, c'est-à-dire qu'on active tout. Donc, comme ça, il n'y a pas de secret. Bon, on travaille les pages en SEO. Je vous l'ai dit, on fait du SIA, je vous l'ai dit aussi. Sur les réseaux sociaux, on donne de l'argent sur tous nos posts. Voilà, on a un petit budget, mais sur tous nos posts pour qu'ils soient vus. Toutes nos pages qu'on crée sur métro.fr, on les partage sur Facebook. Facebook est pour nous un gros générateur de trafic vers notre site. D'accord. C'est l'avantage de Facebook par rapport à Instagram. Ou Instagram, on ne peut pas vraiment, l'URL, c'est très limité. Donc, il y a des croissances à 2 chiffres cette année sur le trafic que renvoie Facebook vers notre site. On partage également nos contenus en mailing. Donc, le service qui s'occupe de ça fait toutes les semaines des mailings produits principalement. Mais ils insèrent également des contenus qu'on peut produire nous. Pour faire l'alliance des deux, entre produit et puis inspiration. Il y a une belle alliance à faire. Bien sûr. Pour des contenus qui peuvent intéresser la presse, je reviens, à chaque fois je cite ces livres blancs, mais notamment les livres blancs, ça, on le pousse à la presse. Il y a un service pareil qui s'occupe de ça, qui s'occupe de faire les liens avec les médias. Et donc ce livre blanc et les autres également ont bien été repris dans toute la presse.
Donc ça crée du trafic également sur les pages. Bien sûr. Et puis, ça travaille l'image. On fait quelques habillages sur des sites externes. Et puis, comme on est plus de 9000 collaborateurs, eh ben, c'est une cible toute trouvée également. Il y a une force de frappe en interne. Exactement. Bien sûr. Et pour créer du trafic avec nos propres salariés, et puis pour faire savoir, parce que les équipes terrain, les commerciaux, une fois qu'ils sont au courant, ils peuvent montrer à leurs clients les contenus. Donc voilà un peu notre stratégie d'activation. D'accord, mais c'est super. C'est vrai que c'est assez intéressant de voir comment du coup vous utilisez Facebook comme un écho, puisque vous y avez une grosse communauté, donc c'est aussi un intérêt d'y partager tous les contenus qui sont faits, donc c'est particulièrement intéressant. Mais du coup, tu es là aujourd'hui pour nous parler rationalisation de contenu. Alors du coup, qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe la rationalisation de contenu chez Metro? Alors, ça se passe qu'on a essayé beaucoup de choses. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui marchent, honnêtement. Mais comme je vous l'ai dit, on est 4 et même 3 en ce moment. Donc, l'équipe est petite, donc à un moment donné, il faut faire des choix. Et ce qu'on essaie de faire en ce moment, c'est peut-être de produire moins, mais en tout cas de produire mieux. D'accord. Et ça passe par deux, j'allais dire stratégies, mais deux points. C'est d'optimiser les tournages et de faire des synergies entre les agences, surtout. Je vous donne un exemple, je vous ai mis tournage parce qu'il y a 2 semaines, on a tourné une nouvelle web-série. Donc, c'est toute une journée de tournage. Et l'objectif, c'est de non seulement capter la vidéo pour YouTube, mais c'est aussi de capter toutes les petites vidéos, les petits reels, les stories, tout ça, tout ce qu'il faut. Et ça ne va pas être l'agence réseaux sociaux parce que l'agence qui tourne, c'est l'agence YouTube, en gros. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à l'agence réseaux sociaux de briefer l'autre en fonction de tout ce qu'elle pense utile pour les réseaux sociaux. Comme ça, c'est l'autre agence qui tourne. Ça répond à la charte éditoriale et à la ligne éditoriale des réseaux sociaux et on crée du contenu comme ça en une journée, c'est optimisé. C'est top, donc c'est super. Donc il y a vraiment une synergie des agences finalement où en fait il y a un vrai travail collaboratif où chacun va pouvoir produire le contenu dont il a besoin. C'est ça l'idée. Okay. Et c'est pas naturel au début. Hein. Oui. Alors ça se fait quand même rapidement, mais au début c'est vrai que c'est pas naturel parce que effectivement chaque agence a un peu sa chasse gardée. Son univers bien sûr et puis ça. Donc c'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus avec nos fournisseurs au service digital. Et puis ce qu'on essaie de faire aussi, c'est avec un autre service qui est la communication print, donc la publicité, qui crée par exemple ces merveilleux magazines qui s'appellent 15h30. C'est une mine d'informations en termes de journalisme. Ça pourrait être vendu en kiosque même, parce qu'il y a des reportages, parce qu'il y a des interviews clients, il y a des recettes, il y a des actus, il y a vraiment tout ce qui concerne le milieu de la restauration. Et donc, ce qu'on voudrait faire, nous, c'est optimiser ça et pouvoir être présent peut-être lorsqu'ils shootent et réexploiter ça en termes de digital. Bien sûr. Et donc ça, c'est un exemple. Un écho aussi. Permet d'avoir un écho du magazine. D'accord, ok, très clair. Et puis, je vous ai mis 3 autres exemples. Tout à l'heure, je vous parlais de l'infographie. Donc, on avait décliné les livres blancs en infographie. Ça, c'est un autre exemple parce que sur Instagram, on n'avait rien. Les infographies, on les mettait sur Facebook. Sur Instagram, on s'est dit, on va faire un carrousel avec des bullet points. Voilà. On a encore un peu de temps ou on est... On a encore un petit peu de temps. Non, c'est bon. On a encore un peu de temps, bien sûr. Donc, je vous parle des 2 autres exemples. L'exemple « Qui suis-je » on avait créé un article de blog il y a 1 an sur les aliments fermentés. Et nos articles de blog, on les publie, ils sont possiblement référencés en bonne position sur Google, mais ce qu'on voulait, c'est un peu les repousser sur nos canaux digitaux. Donc, on s'est dit, on va créer des stories en posant des questions. Donc, c'est comme une sorte de rébut. On met une phrase au début, ensuite, qui suis-je ? Et puis, on donne quand même la réponse. Et la réponse, en fait, ça renvoie vers le petit lien. Et vous pouvez aller découvrir l'article de blog. Ça, c'est super. Donc ça, c'est du content snacking. Et puis, la dernière, c'est les UGC, les fameuses UGC dont parlait, je crois, Grégory ce matin. C'est de réutiliser ce que font les personnes. Voilà, exactement. Les consommateurs. Donc ça, c'est du contenu gratuit. Ça fait plaisir, c'est communautaire, donc il y a des réactions. Et on fait ça tous les mois, on publie un certain nombre de Bien sûr, c'est sympa. Ça peut être en plus intéressant, du coup, cet aspect de réutilisation des contenus, surtout pour les articles, par exemple, qui sont saisonniers. Je parle, par exemple, d'un article sur Noël, qui revient chaque année, ou sur la Saint-Valentin, par exemple, qui peut être intéressant, en fait, à chaque fois, à optimiser, peut-être, pour relayer chaque année, et éviter à chaque fois de refaire un nouveau contenu sur le même sujet, ou parfois, on peut être tenté de répéter les mêmes choses.
et aussi de retrouver il y a aussi un sujet également SEO en fait, puisqu'en fait la Saint-Valentin, on va se positionner une fois dessus avec un contenu, et du coup c'est intéressant à chaque fois de l'optimiser et peut-être de voir comment on peut actualiser le sujet chaque année. C'est exactement ça. Avant de le republier, effectivement, on l'optimise, on met au moins à la bonne année. Bien sûr, à minima. Et voilà, c'est ça. D'accord. Exactement. Oui, mais très bien. Écoute, est-ce que tu as d'autres éléments peut-être à nous rajouter, un petit mot pour conclure tout ça, peut-être? Alors, en dernier mot, moi, ce que je voudrais juste dire, c'est on est sur le digital, tout est possible, tout est, comment dire, il n'y a pas d'erreur, tout est transformable, donc il faut tester, il faut oser. Voilà, nous, on a essayé plein de choses, on en a abandonné très peu, mais on veut surtout rationaliser. Donc, tester, et puis suivez vos KPIs, évidemment, et puis adapter, et voilà. Super. Faut s'amuser, quoi. Ça nous fait tout plein de mots, du coup. C'est vrai. Ça nous fait tout plein de mots. C'est vrai. Bon, mais super, parfait. Mais écoute, j'ai une question là de Joanne qui nous demande comment est-ce qu'on a fait pour transformer les e-books en infographie. Alors, peut-être que je te laisse répondre, du coup. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, comment transformer un e-book en infographie? Alors, ça va dépendre du format de l'e-book. On va avoir différents types d'e-book. On va avoir des livres blancs qui vont parfois être en étapes. Alors, ça, c'est le cas idéal. C'est lorsqu'on a un e-book qui va avoir un titre, un intitulé du type 6 étapes pour construire sa stratégie, 7 points pour monter une charte éditoriale. Ça, c'est le format idéal. On en fait une infographie parce qu'en fait, on a plusieurs étapes. Et donc, ça va être vraiment de l'illustration. On va faire déjà un très gros condensé. Donc, on va déjà faire un gros travail de relecture, de sélection d'informations et puis ensuite d'illustration pour faire du coup une infographie qui va être en plusieurs blocs et qui va traiter le sujet de la manière la plus simple et la plus visuelle possible. Et puis, il y a aussi d'autres façons. Si là, par contre, on a un livre blanc qui va traiter d'un sujet très exhaustif, je pense par exemple au livre blanc sur le financement d'un restaurant qui est un peu plus condensé, mais là, on va devoir faire des choix. Là, on va faire des choix. On va se focus sur quelques idées, sur quelques points particuliers qu'on veut absolument mettre en avant. Et là, on va du coup les illustrer et faire en sorte que l'infographie soit la plus limpide. Le risque, lorsqu'on veut faire comme ça de la déclinaison d'un livre blanc vers une infographie, c'est d'en faire une infographie qui va être peut-être imbuvable, avoir plein d'informations parce qu'on veut tout dire. Mais l'essentiel, c'est vraiment d'aller droit au but, de sélectionner ces infos et d'en faire quelque chose de visuel et de graphiquement super agréable pour le viewer. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Super, parfait. Mais du coup, je vais d'abord te remercier, Marie. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très claire et particulièrement agréable, comme d'habitude. Et du coup, je vais laisser la place à Laetitia, qu'on a déjà eu ce matin, avec Jessica. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous.